On va ouvrir la discussion, on a encore 15 minutes, donc voilà pour l'audience, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Et pour commencer, on va commencer, je pense, sur la communication de Louis. Et Muriel, je crois que tu avais une question à poser à Louis. Oui, alors, Louis, thank you for your brilliant talk that reminds us that one third of the presenting cases are already moderate to advanced. So it's a very high proportion of the patients. How to reduce it by a better training of ophthalmologists, by campaign of screening, by artificial intelligence. What is your opinion on that point? Uh, Thank you very much. I think that all those are factors. I think there's several aspects depending on which country. I think raising awareness is important, particularly in countries where screening is not likely to be feasible in the next 10 to 15 years. If you wait 10, 15 years to have an organized screening center or system, that's a whole generation that will not go, will still have the same bad numbers. So I think the raising awareness both in the population, but also on the referring ophthalmologists. I mean, just to give an example, from the screening center we just did for the pilot we did, out of the 60 cases we caught up, only 8 had a high pressure. So all the others had pressures, let's say 10, 12, 14. So very likely they will not be picked up by the ophthalmologist to send to us until they have 20s, and then they think, well, then maybe that disc has something. So very likely the trigger to send, even from the ophthalmologist's point of view, would have been the pressure. And very likely with pressures of 9 or 10, you're not going to look that deep into the OCT, or sorry, the optic disc to see how, if that cupping is glaucomatous or not. So there's two ways. So I think that if you can go to AI very quickly and to use this efficiently and mass produce it, then sure, that's an easy answer. If you think that's 10, 15 years down the line, we need to train ourselves to not look at the pressure in terms of diagnosing. Thank you. Merci Louis. Est-ce qu'il y a des questions pour la communication de Cédric? Moi, j'en avais une, Cédric. Quand on fait des champs visuels centraux et périphériques, tu as bien parlé de l'intérêt du champ visuel central. Pour les patients, ça fait un temps de champ visuel qui est long et quand même souvent les patients s'en plaignent. Il y a des nouveaux champs visuels qui sont des 24, mais avec un enrichissement. En fait, il y a plus de points centraux, je crois, qui s'appelle 24-2C sur le Humphrey. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça peut remplacer le fait de combiner 24 plus 30, enfin 24 ou 30 plus un 10 degrés central? C'est une bonne question parce qu'effectivement, ça fait des temps d'examen qui sont assez longs. Quand les patients ont un glaucome avancé qui sont suivis depuis un certain temps, ça les gêne pas trop de réaliser ces champs visuels. Donc, euh, ça permet d'avoir une analyse un peu complémentaire. Concernant ces nouveaux champs visuels, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, donc c'est un peu difficile d'en parler. Donc, quand on combine beaucoup de choses, faut toujours se méfier des informations qu'on peut en retirer. Mais enfin, cependant, il y a pas mal de points qui sont testés. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'analyse centrale, elle est importante dans les glaucomes avancés. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut absolument s'affranchir de la variabilité du test et qui est observée finalement, quelle que soit la stratégie. Donc, il faut surtout répéter les examens pour s'assurer que ce qui va être observé, si on observe une diminution de la sensibilité rétinienne, mais que cette diminution de la sensibilité rétinienne soit vraiment associée à une dégradation, à une évolution du glaucome plutôt qu'à une variabilité du test. Donc aujourd'hui, je ne sais pas te répondre à cette question. Ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut tester le centre et tester, retester. Après, ce que ces stratégies permettent de diminuer le nombre d'examens, c'est difficile à dire sur le long terme, en tout cas. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Alors, pour vous tous, répond qui veut. Sur le traitement médical, on a une nouvelle classe thérapeutique en France qui est celle des inhibiteurs d'érokinase. Et on voit dans les études qu'en combinaison de prostaglandine, ça permet, alors pour une certaine proportion des patients, d'atteindre des PIO très basses, parfois en dessous de 10 mm de mercure. Qu'est-ce que vous pensez de la place, voilà, la nouvelle combinaison latanoprost netasurdyl pour la prise en charge des glaucomes avancés? Je ne sais pas qui veut répondre. Antoine ou...
Lequel? Parce que c'est vrai qu'on est plusieurs Antoine maintenant dans le domaine du glaucome. Antoine Labbé, toi. Écoute, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, ça fait une molécule de plus. Moi, ce que je trouve très intéressant avec cette molécule, c'est que contrairement à d'autres, elle est probablement moins dépendante de la pression initiale. C'est-à-dire que on sait très bien que tous les traitements du glaucome, plus la pression est élevée, bah, plus l'efficacité du traitement va être importante. Et donc, quand on est face à des patients qui ont une pression basse au départ, on sait qu'on va avoir du mal à la faire baisser et probablement que cette molécule, ces nouvelles molécules ont un effet de baisse pressionnelle peut-être plus indépendant du niveau de pression. Et je pense que pour ces patients à pression basse initiale, c'est intéressant. Il faut peut-être mentionner aussi sur cette association, ce qui est assez intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on utilise d'autres associations fixes, c'est qu'elles elles jouent sur, les deux molécules jouent sur des voies d'évacuation qui sont complémentaires. Et donc ça fait un peu miroir avec les molécules existantes qui jouent, qui associent deux molécules qui jouent sur la production de l'humeur aqueuse. Donc c'est aussi pour ça que les résultats sont, à mon avis, intéressants. Après, il faudra quand même rester prudent parce que il ne faut pas être la course à la pression basse la plus extrême. Il faut avoir la pression minimale qui fait que le malade évolue le moins possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus on en ajoute, plus il y a des effets secondaires. D'ailleurs, plus on ajoute, moins ils les mettent. Donc, moins ils les mettent, plus la pression monte. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux. Je pense qu'il faut essayer d'obtenir la pression qui fait que ça évolue le moins sans faire une course à essayer de mettre tous les malades à 8. De toute façon, on n'y arrive quand même pas souvent. L'objectif, c'est d'avoir la pression, voilà, cette fameuse pression cible qui fait que la maladie évolue le moins et puis sans se mettre une pression. Et parfois, on n'arrive pas. Je pense qu'il faut garder à l'idée que, et c'est intéressant, moi, c'est un peu un message que je donne dans ces glaucomes avancés. Parfois, on n'arrive pas à les mettre à 12. Ils ont été opérés 1, 2 fois, 3 fois, ils ont une valve et ils ont 16, ils ont 18. Et ben, finalement, on est arrivé à amener 18 et je pense qu'il faut se contenter parfois de ce chiffre-là et pas être plus dangereux que ne serait la différence entre ce qu'on va faire pour les mettre à 14 et le 18 qu'ils ont en réalité. Tout à fait. Après un paramètre très important aussi, c'est d'où on part. Et c'est vrai que si on part de malades qui avaient 40 ou 45 initialement, le 18 est beaucoup plus acceptable, même si on a un glaucome avancé, que chez des malades qui partent de 21. Enfin, c'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte dans la pression cible dont tu parlais, Antoine. Antoine, j'avais une autre question. Quand tu opères de chirurgie combinée cataracte et drain trabéculaire, un glaucome très évolué ou agonique, est-ce que tu as des recommandations en termes de suivi ou en termes de majoration du traitement médical? Et mon arrière-pensée, c'est que parfois on a quand même des saignements, même si c'est rare, avec parfois des pics de PIO. Autant sur un glaucome débutant ou modéré, avoir un saignement avec une PIO un peu élevée quelques jours, c'est probablement pas trop gênant. Autant sur un glaucome agonique, ça peut l'être. Est-ce que tu revois les patients plus souvent? Est-ce que tu donnes du Diamox? Est-ce que tu majores en cas de saignement péropératoire? Voilà, je voulais te poser cette question. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça pourrait être entre guillemets, une des limites qui pourrait nous être exposées, c'est-à-dire quand on fait phaco-Eisten chez un glaucome évolué, en se disant, bah, d'accord, vous allez faire ça, mais vous ne prévenez pas des pics de tension très importants. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'effectivement, il y a des malades pour qui on n'irait pas faire une combinée parce qu'on estime qu'ils n'ont pas besoin de la chirurgie filtrante. Et comme on va leur faire la cataracte, on se dit bah, c'est un peu exagéré de leur faire une combinée uniquement parce qu'on va faire la cataracte et donc on pense qu'il faut faire une filtrante pour éviter des pics. Et c'est vrai que là, les stents sont intéressants. Mais comme tu le signales, il y a des mesures qu'il faut prendre. Je pense que déjà, il faut avoir bien aspiré tout le visqueux, être certain qu'on passe. Moi, je passe spécifiquement du temps à bien aspirer le viscoélastique en fin d'intervention parce que c'est un trabéculum fragile. Tout ce qu'on va laisser dans l'œil est un facteur de risque d'échec. C'est des malades que je revois. Évidemment, ce n'est pas une cataracte simple, c'est une cataracte Eisten chez un patient avec un glaucome évolué. Donc, je les revois le lendemain. C'est vrai que je ne mets pas systématiquement du Diamox. J'aime pas trop faire les choses de manière un peu comme ça systématique. Comme je les revois le lendemain, bah, le lendemain, j'ai un contrôle de la pression et je peux effectivement adapter le traitement. C'est néanmoins des patients pour lesquels, on pourra discuter avec Cédric, je n'arrête pas le traitement antiglaucomateux
je leur fais poursuivre leur traitement antiglaucomateux, même le soir de l'opération, de manière à être vraiment dans les conditions où je contrôle au mieux la pression. Ils étaient contrôlés avant avec leur traitement antiglaucomateux. Je ne l'arrête pas. Je vais continuer en tout cas le premier mois pour voir ce que ça donne dans les semaines suivantes, car je veux justement éviter au maximum les variations de tension. Et puis, éviter le saignement, c'est effectivement quelque chose auquel je fais attention. Quand on fait des mix trabéculaires, il faut les laisser légèrement hypertones pour éviter le saignement, car l'hypotonie post-opératoire un peu immédiate va entraîner le saignement qui risque ensuite d'entraîner l'hypertonie. Donc, je fais attention à partir dans un état où ça ne saigne pas. Merci. Alors, on avait 2 questions peut-être pour Karl sur le management des glaucomes néovasculaires. Karl, we have 2 questions about the management of neovascular glaucoma. So what is your strategy and what could be the place of the tube, for example, for the management of neovascular glaucoma? Karl. Yeah, that's a very good question. So I think the first thing is what's causing the neovascular glaucoma and dealing with the origin of that. So you want any source of ischemia to be dealt with. So I always get my team or my colleagues to do panretinal laser if there's ischemia. I really like using Avastin even pre-op in order to have less bleeding and less problems. And neovascular glaucoma is a very big group because you can have the open angle neovasculars, the closed angle neovasculars. So it's not that easy a topic. We know that trabeculectomy tends to fail more in these patients. So I am more in favor of tubes. Sometimes in certain patients, we even combine. So I team up with my VR, vitreoretinal colleagues, where we do a pars plana vitrectomy with endolaser and place a tube if they have proper glaucoma, uncontrolled pressure, and a lot of ischemia that couldn't be treated appropriately with on a slit lamp, for example. So neovascular glaucoma is tough, but I do feel that if you treat the ischemia, that's number one. And I also feel that tubes give you relatively good results, but we know that it's one of those tough conditions to treat. And I always feel that having a tube that works from day one, but you're partially occluding, so you're limiting that flow, perhaps limiting the number of cytokines flowing into that bleb, and being able to then free up more flow later is a big advantage. I've noticed someone asking me on the chat about plates being enclosed. Maybe that means encapsulation. Of course, for me, every bleb from a tube is encapsulated to a degree. But as we've seen from the MRI studies from Luis and the ultrasound studies we've published, you can still have encapsulation and flow, and it depends on the fluid levels, whether that's neovascular or other diseases, of course. So to answer your question, you need to think just more than just pressure. It's about dealing with the root cause and also trying to give that patient the best possible control of their pressure as long as possible. Because of course, things like diode laser are also an option. We didn't mention diode much, but cyclodiode is still an option, despite all the novel and fancy and sexy devices we have nowadays. Oui, merci Karl, très clair. Je pense que tu as raison, le traitement de la cause, on doit se poser la question de la cause du GNV et traiter si possible la cause. On a encore quelques minutes, peut-être une dernière question qui a été posée, qui est intéressante, qu'on n'a pas abordée, sur la place du SLT pour le management, enfin pour la gestion des glaucomes avancés. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Luis, about the place of laser trabeculoplasty for advanced glaucoma. What do you think about that? I think there's 2 ways to see that. Ideally, I would not consider an SLT on an advanced case, but as Karl and others have mentioned, we know exactly how they've come to become advanced. So imagine if you're already advanced with 18 or 16, probably the SLT can get you 2 or 3 points, and that might be enough, but I would not do that at the expense of more monitoring. I think it's risky to offer SLT as a first-line therapy to advanced. I understand that, well, if
if you have the time or the pseudo fake and you keep monitoring in T404, but if I have to say a short answer, I would say SLT has been widely used for 30 years, and now we're using it as a first line for ocular hypertensive or early cases, first line therapy. If it's advanced, very likely it will not get you the target pressure. If, of course, it's the first time you ever seen the patient and naive, no treatment done, you could, but you're very likely going to repeat and put drops after. Oui, tout à fait, merci. Moi, je suis d'accord. Je pense c'est pas classique, c'est pas le premier choix classique quand on gère un glaucome avancé. Mais c'est vrai que des fois, par manque d'alternative ou par voilà, quand on a tout essayé, on peut y avoir recours et ça peut permettre de gagner parfois quelques points. Antoine, je ne sais pas si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ah ben, moi, j'avais une petite question pour l'autre Antoine à propos des iStents dont il a parlé. Est-ce qu'on peut considérer ces iStents en procédure solo chez des patients pseudophages dans ces cas avancés où on n'a pas besoin d'une grosse baisse pressionnelle pour atteindre ce qu'on pense être la pression cible? Alors, tu poses une bonne question. Je pense que là encore, c'est pas l'indication principale de ces techniques trabéculaires, parce que la baisse qu'on va obtenir n'est pas importante, et en tout cas moins importante qu'un autre type de technique. Après, on arrive à parfois certains types de glaucome où on a utilisé beaucoup d'options. On peut imaginer des options où la conjonctive, la surface oculaire ne permet plus, et donc peut-être que dans certains cas particuliers, c'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas retenir ça comme étant une technique classique. Voilà. Merci Antoine. Il est 20h30, je pense qu'il est l'heure de conclure, donc on va laisser la parole. Je remercie encore tous les orateurs, notamment Karl et Louis. Très, très belle présentation. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, merci à l'audience pour vos questions nombreuses. Vous retrouverez les présentations, si vous le souhaitez, sur le site de FMC et sur le site de la SFG. Et voilà, consultez le site de la SFG pour avoir les dates des prochains webinaires, probablement au mois de juin pour le prochain. Voilà, merci à tous, merci à tous les participants. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Très bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.